Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à la troisième édition du Lab 3A consacré à l'agriculture, l'agronomie et l'agroalimentaire. Lab organisé par Midi Libre. Nous sommes aujourd'hui en direct du MAS des agriculteurs à Nîmes et nous avons choisi pour thème qu'est-ce qu'être un consommateur responsable. Donc je me tourne vers vous, Maguelone, qui êtes présente là, vous faites vos courses. Dites-moi un petit peu, pourquoi venez-vous faire vos courses au MAS des agriculteurs? Qu'est-ce qui vous attire ici? Alors je viens régulièrement parce que j'avoue qu'il y a des bons produits, c'est la première raison. Surtout en ce moment avec tous les produits d'été qui arrivent, les fraises, les asperges. Après les fruits ils sont mûrs, là les fraises c'est un bonheur de les manger. Et un argument supplémentaire, c'est qu'au moins je suis sûre que quand je fais mes courses, j'ai un geste, on va dire, responsable citoyen. C'est que l'argent va dans le portefeuille de l'agriculteur. Voilà, il n'y a pas des marges qui partent à des intermédiaires. Je sais que c'est construit avec les agriculteurs et c'est gagnant pour moi, mais gagnant aussi pour eux. Et vous venez y chercher aussi bien des produits frais que des produits en pot, en boîte ou du vin? Alors, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'en tant que mère de famille, c'est bien parce qu'on trouve à peu près de tout. J'ai pas à faire 4 magasins pour remplir mon caddie, donc ça, c'est vraiment un argument agréable. Moi, mes rayons préférés, c'est fruits et légumes, les fromages, des fromages de chèvre et de brebis. Et je me suis pas très connaisseuse en vin, alors je m'amuse à chaque fois que je fais mes courses, je prends une bouteille de vin différente. Voilà, parce qu'il y a une grande cave, donc ça me permet de découvrir. Et puis à la maison, après, on se fait notre avis sur la bouteille ou pas. Merci beaucoup, merci Maguelone, bonne emplette, continuez votre parcours dans ce superbe magasin. Et moi, je vais retrouver nos invités sur le plateau. Merci. Nous revoilà en direct donc, du MAS des agriculteurs à Nîmes. Messieurs, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème du consommer responsable. Qu'est-ce que consommer responsable? Vaste sujet. Parmi nous, donc, nous avons, alors je vais faire le tour par là, je vais commencer par ici. Que je ne me trompe pas, donc vous êtes monsieur Pedro Fernandez, cofondateur de Coupanda, c'est ça? Exactement. À côté de vous, vous avez monsieur Robin Tanguy, qui est directeur général du Groupama Méditerranée. C'est ça, bonjour. Bonjour. Monsieur Constant, président du Groupama Méditerranée. Merci, bonjour à tous. Là-bas, de l'autre côté, donc, monsieur Jean-Paul Robert, qui est directeur de ce superbe lieu du MAS des agriculteurs qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. À côté de vous, le président Patrick Viala, le président de l'association qui gère le MAS des agriculteurs. Bonjour et bienvenue. Merci. Et pour finir, monsieur Angel Ras, qui est là, alors, vous avez plein de casquettes, vigneron, élu, président des Costières de Nîmes, et président aussi de l'Institut français de la vigne et du vin, et membre actif de l'INAO. Tout à fait. Bonjour à tous. Et puis, en espérant que cette table ronde nous permette d'apporter des informations pour le consommateur, ce qui est aussi important. Et merci de votre invitation. Merci à vous, en tout cas. Merci d'être présent. Donc, la première question, je vais la poser à M. Viala, qui nous accueille dans ce superbe lieu, comme j'ai dit. Dites-moi un petit peu comment est né le projet du MAS des agriculteurs. Alors, c'est vrai. Alors, déjà, je suis très content que cette thématique soit abordée dans ce site, le MAS des agriculteurs, parce que s'il y a un endroit où le consommateur a un levier sur la consommation, c'est bien au MAS des agriculteurs, parce que comme l'a dit Maguelone, tout produit acheté va directement dans l'escarcelle de nos agriculteurs, et c'était l'objectif de base. Comment a commencé le MAS des agriculteurs? C'était en 2013. C'était un projet de la Chambre d'agriculture initié par Dominique Granier, qui était président de la Chambre d'agriculture, qui a eu cette idée folle un jour de dire on a un terrain et on pourrait faire construire un magasin pour nos producteurs où se justerait un restaurant. Voilà. Au début, nous étions une poignée. Aujourd'hui, il y a 3000 agriculteurs qui ont souscrit à ce contrat et qui ont capitalisé et qui ont élu un conseil d'administration qui gère le MAS des agriculteurs. Et je suis convaincu que demain, on sera bientôt 4000.
Le mas des agriculteurs a été construit par la Chambre d'agriculture. Il y a eu des aides des aides d'État, enfin, aidées par la région et le département. Et la Chambre d'agriculture loue le bâtiment à la SAS que j'ai l'honneur de présider, c'est-à-dire aux agriculteurs qui payent un loyer qui est au cours du marché actuel. Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie d'une grande surface standard aujourd'hui Eh bien, c'est-à-dire, ce sont des agriculteurs qui gèrent ce magasin, c'est-à-dire, ce sont leurs produits, et c'est-à-dire... Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a absolument aucun intermédiaire. Alors, peut-être, je vais vous poser à vous, Monsieur Robert, quelles sont les conditions pour intégrer le mas des agriculteurs quand on est aujourd'hui agriculteur? Alors, bon, comme le disait Patrick Viala, beaucoup d'agriculteurs sont devenus actionnaires du magasin, hein, donc ont pris des parts en fait dans ce magasin. Ceci dit, on a voulu dès le départ faire en sorte que ce ne soit pas une condition obligatoire. Hein, donc ça veut dire qu'on accueille finalement des producteurs de tout le département qui n'ont pas une obligation, si vous voulez, hein, de prendre des actions. On a effectivement maintenant 3000 agriculteurs, on va dire, qui sont intégrés hein, au travers des structures coopératives également, etc. Et officiellement, si vous voulez, on a 185 actionnaires sur la structure, ce qui est énorme. Hein, je ne connais pas de structure de ce type-là en France qui ont autant d'actionnaires. Donc ça fait déjà beaucoup d'apporteurs hein, pour le magasin. Et puis après, comment intégrer cet été on a des maraîchers qui vont arriver, qui vont venir nous voir, dire tiens, j'ai 200 kilos de courgettes, est-ce que ça vous intéresse? Et puis en fait, on remplit aussi, si vous voulez, les étals du magasin de cette façon-là. Hein. Il y a les habituels, on va dire, hein, qu'on a quasiment toute l'année, enfin selon les types de production. Et après, il y a aussi des gens qui viennent et qui ont des produits à proposer. Voilà. Vous avez trouvé l'équilibre financier, sur cette structure-là? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, c'est tout l'enjeu, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a un équilibre à trouver. Là, bon, on va fêter nos 2 ans dans un mois, donc c'est encore il y a eu la période de Covid aussi au milieu qui n'a pas été. Il y a eu le Covid et tout un tas de... Ouais, on n'a pas encore d'année référence, hein, ça c'est clair. Par contre, tout l'enjeu est là, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on rémunère correctement les producteurs tout en ayant des prix cohérents par rapport aux clients. Alors cohérents sur les fruits et légumes. Souvent, on est moins cher que des concurrents même. Hein. Parfois, on arrive à être moins cher que les produits espagnols. Hein, ça peut aller jusque-là. Et après, si vous voulez, sur tout l'ensemble du magasin, voilà, c'est cette cohérence de prix qu'on doit trouver pour bien rémunérer le producteur et avoir un prix. Si on prend par exemple le vin, le vin ou l'épicerie, les huiles d'olive, on est au même prix que chez le producteur. D'accord. Voilà, pour le vin, il y a 450 références de vin gardois et sont toutes au prix caveau. C'est-à-dire que les gens qui n'ont plus besoin d'aller se déplacer finalement, sauf s'ils veulent aller rencontrer le producteur. Mais en fait, en termes de prix, on a fait en sorte que ce soit la même chose. On peut imaginer demain qu'une structure comme celle-ci fasse des petits et que dans d'autres départements ou dans d'autres secteurs de notre département du Gard, on puisse voir naître une structure comme celle-ci. C'est même à espérer d'ailleurs. Ouais. Hein. Alors dans le département, il y a déjà quelques réflexions qui ont été menées. Bon après c'est vrai, ici on a la chance d'avoir un outil de travail extraordinaire. Hein. C'est un magasin qui est magnifique, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur. Donc il y a sûrement des concepts qui sont à imaginer avec peut-être un bâtiment différent. Après dans les autres départements, oui, ce qu'il faut noter c'est que au départ, on se demandait si on allait pouvoir le remplir, ce magasin, hein, quand on a commencé à travailler dessus. Et en fin de compte, il est quasiment plein aujourd'hui. Il y a beaucoup de produits dans notre département déjà, si vous voulez, qui existent. Ouais. Et à tel point qu'on a, sur l'année 2020, 90% des ventes ont été réalisées avec des produits du Gard. Hein, donc on va chercher des produits complémentaires en fait, qu'on n'a pas ici, dans les départements limitrophes. Mais c'est déjà énorme de pouvoir, comme ça, vendre 90% des produits du département. Peut-être que tous les départements ne pourront pas le faire. Enfin bon, malgré tout, même si c'est 60 ou 70%, ça reste de l'agriculture locale, quoi. Ça. Tout à fait. Alors justement, l'agriculture locale, c'est le consommer local. Et là, je vais me tourner vers vous, Monsieur Constant. Pour vous,
c'est quoi consommer local? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que vous entendez, vous, par consommer local? Consommer local, je vais vous dire, pour moi, c'est déjà la proximité. Je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique, on parle d'économie, et consommer des produits qui sont, on va dire, cultivés dans un périmètre assez proche, ça a beaucoup de sens aujourd'hui. Alors, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'interdire d'avoir des échanges entre d'autres régions, parce que vous remerciez pour ce type de magasin, je le connais, mais à une échelle beaucoup moins importante. Le vôtre est génial ici. Il faut aussi avoir des échanges entre régions. Hein. À un moment, peut-être que si vous n'avez pas des poireaux, ils viennent d'ailleurs. Nous, je connais un endroit où on fait des échanges avec la Corse sur les agrumes, plutôt que de les voir venir de C'est une proximité nationale plutôt que Oui, départementale ou locale. Tout à fait. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, rémunérer un producteur qu'on connaît, c'est quand même plus revalorisant, effectivement, que d'aller très très loin. Donc cette proximité, pour moi, elle est essentielle aujourd'hui. Elle fait partie aussi de nos valeurs à Groupama, parce que quand on demande de qualifier Groupama, la première des choses qu'il dit, c'est proximité. En proximité, accompagner, aider effectivement les producteurs locaux. Et puis ça a été un petit peu évoqué, je ne me fais pas que des amis quand je dis ça, mais vous l'avez dit tout à l'heure, quand on supprime les intermédiaires, on change tout. Le producteur peut être rémunéré à un juste prix, et ça, c'est aujourd'hui essentiel. Monsieur Tanguy, justement, à Groupama, qu'est-ce que vous mettez en place comme initiative par rapport au circuit court? Dites-moi un petit peu. Alors, on a souhaité accompagner ce type d'évolution des métiers et de la façon de consommer, et aussi du monde agricole depuis plusieurs années. Donc, on a déjà depuis maintenant, je crois, 2013, une plateforme qui s'appelle Grand Village, qui est en fait une plateforme internet où on met en relation les producteurs et les consommateurs, et parfois aussi nos sociétaires d'ailleurs. Et puis on va continuer d'avancer sur ce projet. Ce fameux Grand Village va encore largement évoluer. Et on va y adjoindre, d'ailleurs en partenariat avec Pablo qui est ici, de nouveaux services autour du paiement en ligne par exemple, autour de la gestion des stocks, aussi finalement autour de comment j'arrive moi en tant qu'agriculteur dans mon quotidien à m'occuper du plus important, ma production, et à gagner aussi du temps pour gérer ces circuits courts finalement. Alors là on parle de l'agriculteur, mais effectivement, et d'une très belle initiative, mais c'est vrai qu'il y a aussi en face le consommateur. Et pour le consommateur, le circuit court, c'est pas toujours évident. On le sait tous, ça a un coût, ou pas d'ailleurs. Je vous pose la question. Peut-être que c'est pas plus cher, mais c'est vrai que tous les consommateurs peuvent peut-être pas se permettre de s'achalander en circuit court. Est-ce que c'est un fait réel ou c'est faux? Dites-moi comment. Moi, je pense que ça dépend un peu de la perception de chacun, mais on le voit aujourd'hui, les mentalités sont en train de changer. Vous l'avez montré avec Maglone tout à l'heure. On veut consommer plus local. On veut aussi faire bénéficier les agriculteurs de l'économie locale, de l'écosystème local. On veut des bons produits, on veut qu'ils soient près de chez soi. Et finalement, on veut participer à ce qui se passe autour de sa vie. Donc, je pense que c'est plus qu'un phénomène, c'est plus qu'une envie, c'est ce qui va devenir vraiment très ancré dans le monde de demain. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'on va. Je me tourne vers vous, Monsieur Robert. Juste, est-ce que le Covid a accéléré justement cette appétence, en fait, cette volonté du consommateur de choisir le circuit court? Alors, en partie, oui, je pense. Alors c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas donné référence encore, nous, donc on ne sait pas si vraiment il y a eu une forte augmentation ou pas, mais on peut le supposer quand même. Hein. On l'a vu lors du premier confinement l'an dernier, on venait juste d'ouvrir notre drive, et il y a eu une très grosse demande, énorme demande sur le drive, en fait, hein, qui nous a un peu surpris d'ailleurs, hein, mais il y a eu cet engouement tout de suite, et je pense que même si les gens sont repartis dans d'autres circuits de distribution après, il est resté quand même quelque chose. Il est resté quelque chose jusqu'à cette fin d'année dernière, hein, où le confinement était encore là, la consommation, alors les magasins beaucoup de magasins étaient fermés. En termes de dépenses, je pense qu'il y a eu plus de dépenses sur l'alimentaire aussi sur cette fin d'année dernière. Mais malgré tout, quand je vois que la fréquentation continue d'augmenter, donc ça veut dire que ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que la prise de conscience est là, quoi. Ouais. Alors, pendant le confinement, tout le monde n'était pas confiné. Il y en a qui ont créé même des sociétés, des start-up. C'est le cas de Coupanda. Alors, dites-nous un petit peu. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes une start-up qui est née en 2019, c'est ça? Exactement. Et qui est installée à Céré.
Et dites-nous un petit peu en quoi consiste le fonctionnement de Coupanda. Eh bien alors nous, c'est un projet qui a 4 ans. Ouais. Donc ça fait 4 ans qu'on a décidé de trouver des solutions au commerce local. Donc 4 ans qu'on travaille avec des producteurs. En effet, ça fait 1 an et demi que la société est créée. Mais donc un bon moment qu'on défriche le sujet. Chez nous, l'idée en fait, chez Coupanda, c'est vraiment de remettre le commerce local au centre des habitudes de consommation. Et le premier constat qu'on a fait, c'est que les producteurs, ils n'étaient pas digitalisés. Donc, mais ni dans leur organisation, ni dans leur commercialisation. Alors, je fais une généralité, mais je ne fais pas de généralité. Justement, je sais qu'il y a des producteurs qui font très bien leur travail et qui arrivent à très bien se digitaliser. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué. Et donc, nous, l'idée, c'est d'essayer de les accompagner là-dedans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un outil de gestion qui leur permet, en fait, du moment où le produit arrive à maturité ou qu'il est prêt à être commercialisé, jusqu'à la facturation. On a un petit outil agile, assez novateur, assez ergonomique, qui leur permet, en fait, de leur faire économiser du temps et d'améliorer leur quotidien. Donc en fait, avec des tâches répétitives qu'ils ont normalement, on vient arriver à enlever tous les cailloux dans la chaussure qu'il y a des producteurs sur des tâches qui ne sont pas leur cœur de métier. Ça veut dire qu'on peut concilier circuit court, qualité produit et digitalisation, c'est ça? Moi, je pense qu'il faut arriver en effet à digitaliser cette offre, D'accord. mais pas seulement pour faire de la vente directe, aussi pour que le producteur puisse interagir avec les acheteurs, avec les boutiques, avec les restaurateurs. Aujourd'hui, c'est essentiellement du téléphone, du texto, de l'email. Donc nous, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner le producteur pour qu'il ait son offre digitalisée et qu'on puisse la proposer à tout un écosystème d'acheteurs qu'il a autour de lui. Monsieur Viala, vous qui êtes agriculteur, quand vous entendez un projet comme celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça fait partie des projets modernes. C'est vrai que moi, je suis sur des projets peut-être un peu plus traditionnels, parce que je m'occupe aussi de Bienvenue à la ferme. Bienvenue à la ferme, c'est une marque qui a plus de 30 ans maintenant, et qui quelque part qui a fait les prémices des circuits courts. C'est la racine, c'est les C'est-à-dire racines de ce genre de... Nous, ce qu'on voulait, c'est que le consommateur, il vienne sur nos fermes. L'idée, elle était là. Et justement, pour rencontrer le producteur et pour pouvoir acheter les produits sur la ferme. Et quelque part, se passer des intermédiaires. Chose qu'après, nous avons fait quelque part avec le masse d'agriculteurs, c'est-à-dire où nous n'avons pas d'intermédiaire. Voilà. Parce que ce qui est très important pour le masse d'agriculteurs, c'est que quelque part, pour que le consommateur soit responsable, il faut qu'il ait un prix accessible. Et nous, ce qu'on s'efforce de faire au masse des agriculteurs, c'est de trouver cette équation. C'est-à-dire un prix accessible pour le consommateur et un prix rémunérateur pour le producteur. C'est cette équation qui est importante. Et c'est vrai qu'après, maintenant, nous, on favorise quelque part aussi aux gens à venir aussi sur les fermes pour avoir un contact direct. Parce que Coupanda, l'idée c'est d'offrir une vitrine supplémentaire, c'est ça un petit peu, toujours plus de visibilité aux produits, aussi bien pour le consommateur que pour l'agriculteur. Alors oui, en fait, l'idée c'est de savoir qui, à quoi, où et quand. D'accord. Après, chaque producteur choisit comment est-ce qu'il souhaite écouler ses produits. Est-ce qu'il souhaite attirer du monde à sa ferme? Dans ces cas-là, c'est du point de retrait classique. Et donc nous, on va mettre en avant ces producteurs-là et leur point de retrait. Mais ça peut être aussi de l'expédition. Il y en a qui ont envie d'expédier à Paris dans des grands restos ou des boutiques. Et ça peut être aussi de consommer sur des lieux comme celui-là. En fait, l'idée, c'est pas de cantonner le producteur à une mode de commercialisation, mais bien de lui offrir plusieurs débouchés en fonction de ses habitudes de vente. Monsieur Constant, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce projet-là? Est-ce qu'il intéresse le groupe AMA? Tout intéresse Groupama, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, ce projet est très intéressant parce qu'il multiplie une fois de plus la façon de mettre en marché. Et puis surtout, si je l'ai bien compris, là aussi, d'accompagner les gens dans certaines démarches. On a les coopératives qui savent faire ça très très bien, mais tout le monde n'a pas l'esprit coopératif. Donc quelqu'un qui peut rester et qui veut rester individuel peut aussi trouver chez vous la solution à tout ce qui est parallèle. Et comme on disait encore ce matin avec monsieur le directeur, à chacun son métier. Un agriculteur qui produit, il va le faire bien. Lui rajouter de la paperasserie à côté, si quelqu'un peut le faire à sa place, c'est aussi très très bien. Dites-moi juste, Coupanda, qu'est-ce que ça veut dire? Donc Coupanda, ça veut dire graine en swahili. C'est une langue de l'Est africain. D'accord. Je me tourne vers vous, monsieur Angeras. On a parlé effectivement du bien consommé, du consommer responsable. Et pour aider à cela, il y a les labellisations. On le sait, donc notamment les appellations, les indications géographiques. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est un gage de qualité
que de voir un produit labellisé? Oui, alors déjà, rappelons que les appellations, ce n'est pas né ces 10 dernières années, quoi. C'est quand même l'origine des appellations. C'est Joseph Capu qui, en 1935, a imaginé, à travers des collectifs d'agriculteurs, de se regrouper et d'imaginer, à travers les signes de qualité, la défense de leurs produits. C'est comme ça qu'est né d'abord l'INAO en 1937 et que les premières appellations ont pu voir le jour en 1936, et notamment des prestigieuses qui sont dans la région, quoi. Donc, vous dire que ce sujet des signes de qualité est un sujet important parce que un signe de qualité n'est pas décrété. On ne décrète pas qu'on va demain avoir une fraise IGP, AOP. Oh, non, ce sont au départ des groupes d'agriculteurs qui se rencontrent, qui échangent, et qui, dans une même démarche de vouloir préserver à la fois leur terroir, leurs produits, le mettre en avant de façon collective, se regroupent et élaborent un cahier des charges qui permet d'encadrer la production du produit. Et toutes les personnes qui respectent un cahier des charges, qui est contrôlé, puisqu'il y a un plan de contrôle et qui est contrôlé soit par un organe certificateur, soit par un organe d'inspection, donc par un contrôle externe, ce cahier des charges doit être respecté pour répondre au label AOP, IGP. Alors, vous me posiez la question par rapport à la qualité. Il existe le label AOP, IGP. Alors, AOP, c'est pour les vignes, hein. Oui. AOP, AOC, AOP. C'est la détermination européenne. Voilà, je vous laisse continuer, mais on en parlera de ces labels. Et est-ce que le trop de labels tue pas le label? Mais ça, ce sera la question suivante. Finissez, excusez-moi. D'accord. Donc vous dire que ce sont des démarches quand même qui sont vraiment engagées pour mettre en avant le produit et pour garantir aux consommateurs l'origine de leur produit. Un produit qui est, par exemple, si je prends dans le monde de l'agriculture, un produit qui est labellisé AOP en viticulture, il est bien produit dans une zone de production. Et ce qui est important dans le monde que nous vivons aujourd'hui, où nous voyons que la mondialisation, la création de produits dans d'autres régions du monde, par exemple, un AOP Costière de Nîmes ne sera pas produit en Chine. Il sera produit dans une zone délimitée, territoriale, sur une zone vraiment délimitée. Et c'est là où, pour le consommateur, il est important qu'il sache qu'on est en alliance entre le droit public et le droit privé. Une appellation d'origine contrôlée ou un signe de qualité a une reconnaissance par l'État, alors sur proposition de l'INAO, une reconnaissance de l'État, une reconnaissance européenne, et elle ne sera transposable nulle part ailleurs. Donc, ce qui veut dire que dans la concurrence que nous pouvons imaginer dans le futur, je crois qu'il est important de ce que le consommateur ait à la fois une garantie sur l'origine et une garantie sur la qualité, puisque vous avez vu que l'INAO a évolué dans le temps, à l'époque ça s'appelait INAO avec origine, et maintenant il y a la qualité qui a été rajoutée, et notamment avec tous les labels que nous avons. Alors c'est peut-être plus sur les volailles ou certains autres produits, charcuterie ou autres, qui a ces labels. Mais là, il y a un label de qualité qui veut dire que la qualité est supérieure à la norme. Alors justement, la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est il y a beaucoup de labels aujourd'hui, il y a énormément de labels. Est-ce que les consommateurs connaissent, parce que là on parle entre initiés, entre gens de la profession, mais IGP, AOP, AOC et autres, est-ce qu'il n'y a pas trop de labels sur le marché? En définitive, ça peut paraître compliqué, mais c'est pas très compliqué. Il y a l'AOP, ça veut dire les appellations d'origine protégée, ou contrôlées, ce sont pour les vins ou pour les. Donc c'est une garantie par rapport à un terroir qui est délimité, un terroir qui est protégé, comme je le disais, et qui est un patrimoine qui nous appartient à tous, puisqu'après c'est l'alliance entre le droit privé et le droit public, je le disais. Et donc l'AOP, et après il y a c'est un terroir beaucoup plus petit. Après il y a les IGP qui ont en termes de délimitation de zones qui sont beaucoup plus grandes, avec des produits où les cahiers des charges sont un peu plus, je dirais, un peu plus souples. Et après il y a tous les labels qui effectivement garantissent à la fois des normes qualitatives et des normes de production. Et tout ça encadré par les cahiers des charges. Et ce qu'on peut noter, parce que souvent on taxe les appellations d'origine contrôlée un peu ringardes, un peu vieillottes. Tout le travail qui a été fait depuis ces dernières années à travers l'INAO montre que l'évolution que nous pouvons avoir dans les cahiers des charges, je prends un exemple très concret, les mesures agro-environnementales et des cahiers des charges qui paraissent une évidence pour tout le monde dans le cadre de la protection des terroirs,
nous avons eu l'autorisation, et c'est un dossier que je porte à l'Institut, le droit de les mettre depuis 5 ans. Ça remonte pas à très longtemps, puisque la définition d'un produit qui nous avait été donnée par l'Europe était de dire il faut que tout ce qui est écrit dans un cahier des charges puisse avoir une action finale sur la qualité du produit. Or, ils considéraient que les mesures agro-environnementales, l'enherbement des tournières, l'enherbement des rangées, n'étaient pas un objet pour avoir une influence sur la qualité. Et je me suis battu, à l'époque c'était Stéphane Le Foll qui était ministre de l'Agriculture, et nous sommes arrivés à pouvoir faire évoluer ça, ce qui veut dire qu'aussi, nous nous adaptons aux attentes sociétales qui sont fortes en la matière. Oui. On le voit aujourd'hui, vous en parliez, beaucoup de signes de qualité, beaucoup de signes aussi de certification environnementale, paysagère, qui risquent de brouiller un peu le message. Oui, parce qu'on parle de responsabilité en termes de consommation, mais on ne parle pas de sécurité, mais la sécurité alimentaire est importante, parce que la labellisation, quelque part aussi, c'est un moyen de sécuriser, ou en tout cas de donner une assurance de sécurité du produit aussi, c'est ça ? Bien sûr, ça permet d'avoir la garantie de l'origine, de la qualité du produit. Et puis, vous savez que la production est encadrée par un cahier des charges. Et que, alors, effectivement, pour les gens, les consommateurs les plus avertis, il y en a de plus en plus dans le monde du vin qui vont chercher sur Internet le cahier des charges de l'appellation lingot d'or. On le trouve dans le vin, effectivement. C'est peut-être plus compliqué dans les produits fermiers, que ce soit des légumes ou des fruits. C'est vrai que l'INAO, d'abord, on l'a connu à travers le vin. C'est souvent les appellations viticoles et vinicoles qui ont porté. Et les fromages. Et les fromages. Et les produits laitiers. Tout à fait, les produits laitiers. Effectivement. Une question. Aujourd'hui, on a aussi ces labels marketing qui arrivent, qui ne sont pas des labels et qui brouillent un peu l'image, non Alors, il y a essentiellement des... Je vois M. Viala qui fait la tête, je comprends, mais effectivement, ces labels marketing existent, quoi. Ils sont là sur le marché, et le consommateur les voit et les entend. Alors, je ne sais pas si vous appelez par travers labels et les labels environnementaux, qui pour moi sont essentiels dans le monde dans lequel nous vivons. Nous devons garantir, puisque nous produisons pour des consommateurs, nous devons garantir aussi la qualité en matière environnementale. Alors soit c'est l'agriculture biologique, et donc là il y a le respect du produit, de l'environnement et tout. Et nous devons aussi dans les autres signes de qualité avoir des mesures qui permettent de respecter à la fois le consommateur, la société dans son ensemble, respecter l'environnement, parce que c'est aussi important et c'est un enjeu du moment. Et puis aussi, nous devons contribuer à tout ce qui est changement climatique. C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, que je porte au niveau national pour la filière viticole. Vous savez que le changement climatique, les agriculteurs, et je pense que c'est important de le dire à la société, contrairement à ce qu'on véhicule depuis un certain nombre d'années, des fois trop négativement, ont un rôle essentiel à jouer dans l'atténuation du changement climatique par les pratiques que nous mettons en œuvre. Alors que ce soit la viticulture, mais que ce soit les éleveurs, que ce soit les arboriculteurs, que ce soit tous les producteurs en définitive, et que par rapport à la proximité, on en revient un peu au débat que nous avions tout à l'heure, la proximité est quelque chose d'essentiel. Un camion de salade qui vient de très loin, en termes de rejet carbone, c'est énorme, alors qu'on peut produire localement. Et je pense que ça, c'est une réflexion que nous devons approfondir, accentuer, et qu'effectivement, mettre du digital, et j'ai bien compris votre démarche aussi, mettre du digital en même temps que de la proximité du producteur et faire le lien, on s'inscrit dans une démarche du futur, quoi. Et je trouve que c'est super. Et le Covid, il faut trouver toujours quelque chose de positif dans un désastre. Le Covid, peut-être, nous a aidés à sensibiliser les producteurs à une différence de consommer différemment. Justement, alors, en parlant de consommateurs, on a toujours... quel est le profil un peu du consommateur responsable, si tant est qu'il y a un consommateur responsable? Là, je me tourne vers vous, M. Tanguy. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, quel est le profil un peu de ce consommateur selon vous? Est-ce que on a des jeunes, des moins jeunes? Qu'est-ce que, selon vous, comment s'identifie le consommateur responsable? Je ne sais pas si on a un profil type de consommateur responsable. Ce que je pense, c'est qu'on en a de plus en plus, et notamment, vous parliez des jeunes. Je crois que les jeunes, aujourd'hui, ils nous éduquent un petit peu dans notre quotidien. On a tous des enfants, parfois des grands-enfants, qui se posent même les questions avant nous, de nous dire mais ça vient d'où, ça a été produit comment, voilà. Est-ce qu'on a fait, vous le disiez à l'instant, 10 000 km pour venir ou pas?
Et ça, c'est des questions qui s'imposent à nous. Et je pense que la génération des plus jeunes, les millénials, comme on les appelle parfois, se posent beaucoup de questions et nous les posent à nous. Et donc, à nous de les traiter avec eux, à nous d'y répondre. Et puis, les solutions telles qu'on les voit aujourd'hui, je pense, apportent des éléments. Et éduquer, justement, éduquer la jeune génération à consommer différemment, responsable, local. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable ? Je ne sais pas s'il faut les éduquer, mais je pense qu'ils sont curieux, ces jeunes. Et donc, quand ils viennent dans des endroits comme ici, quand ils se promènent, quand ils voient ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, quand ils voient les paysages, quand ils voient aussi les sujets climatiques qui sont les nôtres, je pense qu'ils se rendent bien compte. Et à partir de là, ils peuvent aussi faire la part des choses, ils peuvent trouver aussi l'équilibre dans leur façon de consommer, dans leur façon d'agir. Et je pense que leur démarche, pour beaucoup d'entre eux, elle est là aujourd'hui. Dans les circuits courts, ou en tout cas le responsable, il y a aussi la notion de gaspillage. Et là, M. Constant, je vais vous poser la question. Est-ce que vous y êtes attentif? Parce que je sais, à un moment donné, on a eu discuté un temps sur ces fameux fruits qu'on ne veut pas vendre parce qu'ils ne sont pas beaux. Dites-moi un petit peu quel est votre regard justement sur le gaspillage alimentaire. Marche encore, je vais changer, voilà, c'est bien, c'est très bien. C'est un regard qui est totalement personnel. Je reste persuadé que sur les circuits courts et sur le bio, on peut commercialiser quasiment la totalité. Dès qu'on s'éloigne effectivement de ces standards-là, aujourd'hui, dans le traditionnel, on va dire le deuxième choix n'existe plus. Il est systématiquement mis au rencard, alors qu'on arrive à le commercialiser, je le redis, sur du bio. Non, c'est quelque chose qui aujourd'hui est maîtrisé dans ce genre d'établissement où je pense qu'il y a très très peu de pertes ici. On sait faire et l'éducation, vous en parlez tout à l'heure et mon collègue M. Georges Rass le démentira pas. Je crois qu'il est essentiel aujourd'hui d'avoir une éducation. Cette éducation, elle existe à la maison. Attention, mais je reste persuadé qu'elle existe aussi à l'école. Vous le savez bien, c'est comme toute l'éducation en général. Il n'y a pas qu'à l'alimentation. Quand on porte le même discours à la maison et à l'école, c'est essentiel. Et puis, j'ai une expérience, moi, d'élu local, comme M. Enjolras, sur lequel, oui, effectivement, les circuits courts dans les cantines scolaires, c'est quelque chose aussi d'essentiel. Je le redis, on supprime là aussi des intermédiaires. J'allais dire, beaucoup de communes aujourd'hui se sont mis au circuit court. Alors je parle des communes ou des départements, bien entendu, les collectivités se sont mis au circuit court pour les cantines scolaires, effectivement. Et si j'ai bien compris, vous êtes vous aussi dans ce cas-là dans la Drôme, c'est ça? Ouais, un petit peu dans le Sud-Ardèche. Mais effectivement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Cette éducation, elle est forte aujourd'hui. Je crois que le cliché, l'image d'avoir un enfant qui va voir aussi dans des champs comment les choses sont produites, ça me paraît aussi essentiel. Donc, toute cette éducation, elle est à faire. Elle est un peu plus importante aujourd'hui parce que nos parents, nos grands-parents n'avaient pas la même sensibilité que ce qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui elle est en cours et elle va porter ses fruits rapidement. La digitalisation, justement, est-ce que c'est un moyen de capter ces jeunes consommateurs? Je pense que oui, c'est évident qu'avec la digitalisation, en tout cas, on arrive à faire passer plus de messages plus rapidement. Maintenant, je rejoins tout à fait que l'école aussi a probablement un rôle à jouer. Aujourd'hui, le fait de concentrer beaucoup de personnes dans les villes fait qu'on est assez déconnecté de la réalité de la Terre. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de personnes qui savent exactement quel produit se produit quand et où. Et juste ça, je pense que c'est la base pour pouvoir arriver à construire quelque chose de plus durable. Est-ce qu'on peut imaginer, Monsieur Robert, qu'une structure comme celle, à terme, de voir des structures uniquement comme le Mas des agriculteurs, ou est-ce qu'on va être toujours obligé de cohabiter avec la grande distribution? Est-ce qu'il faut de tout? Est-ce qu'on peut tendre uniquement vers des structures comme celle-ci? Je serais tenté de vous dire qu'il vaut mieux tendre vers des structures comme celle-ci, mais bon, c'est vrai qu'on a des limites sur un certain nombre de produits, notamment les produits non alimentaires, évidemment. Après, je pense que ces structures-là, en fait, il faut les multiplier, parce que les producteurs, ils trouvent leur compte, d'une part. Je pense que les clients aussi, ils nous le prouvent au quotidien. Et aussi, par rapport, on parlait des collectivités à l'instant, et on a aussi un rôle à jouer là-dedans. J'étais en réunion juste avant avec le département du Gard, avec qui on travaille depuis 1 an et demi maintenant. On les livre, et il y a des contraintes qui sont liées au fait que nous, on n'a pas de tout le temps. Déjà, on n'a pas de tout, mais en plus, c'est selon les périodes.
Il faut que les collectivités s'adaptent à ça, et elles le font de plus en plus. On a de plus en plus de demandes, et ça va permettre aussi, si vous voulez, pour les producteurs, hein, de pouvoir même envisager une production un peu plus importante, d'installer des gens. On travaille aussi avec les jeunes agriculteurs là-dessus, parce que je pense que ce circuit court, ce besoin de marchandises locales, il en est un peu à ses débuts. Après, il y a effectivement des expériences digitales qui vont aussi permettre de multiplier ça. Mais ce genre de magasin, en fait, hein, je pense qu'il a un bel avenir. Et en plus, il aura un avenir vis-à-vis des collèges, des collectivités, que nous, on les livre beaucoup déjà aujourd'hui. Et on est en train de caler tout ça, mais d'ici 2-3 ans, vraiment, on livrera beaucoup d'endroits. C'est bien là, apprendre à manger des fruits et des légumes de saison aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Tout à l'heure, on a dit consommer, mais dans la définition de consommer, c'est aussi savoir consommer autrement, parce que on a appris ces 20 dernières années, ou on va dire les 20 ou 30 dernières années, qu'on pouvait manger des fraises toute l'année, pouvait manger éventuellement même des cerises toute l'année. Ça veut dire qu'il faut apprendre aussi aux consommateurs à manger différemment, à manger selon les saisons. C'est pour ça que tout ça, c'est un véritable travail de pédagogie. C'est-à-dire, c'est vrai que si vous regardez aujourd'hui la population française, 95% de la population française ne sont pas agriculteurs. Nous sommes minoritaires maintenant, on est très peu les agriculteurs. Chaque année, par exemple, je prends un exemple, on organise ce qu'on appelle les JMS, les Journées Méditerranéennes des Saveurs, le salon de l'agriculture gardois en plein cœur de Nîmes. On a la surprise de se rendre compte qu'il y a des gens qui ne font pas la différence entre une chèvre et une brebis. Voilà. Non mais voilà, les gens pensent que les fraises, il y en a en hiver. Et vient à un moment donné, c'est pour ça que moi je le dis, vient à un moment donné, il faut qu'il y ait une rencontre charnelle entre l'agriculteur et le consommateur pour que les consommateurs se rendent compte de la réalité des choses. Et faire pousser des produits, faire naître des animaux, faire du vin, ça ne se fait pas comme ça. Ça demande tout un processus et il faut de la pédagogie. C'est pour ça que nous, vient à un moment donné, à Bienvenue à la ferme, on a invité les gens à venir sur les fermes pour qu'ils se rendent compte. Même par exemple, quand on sort un appareil à sulfater, il ne faut pas qu'on se fasse traiter d'assassin. C'est bien à un moment donné, si on le fait, c'est qu'il y a une véritable raison. Ouais. Et on s'est tellement un peu éloigné, et on se rend compte par contre, par la pédagogie, quand on explique aux gens, et bien, à un moment donné, ils souscrivent à notre démarche. Et bien, à un moment donné, on se fait des amis et on se fait des consommateurs. Voilà. Et c'est vraiment la thématique. Ça veut dire expliquer ce que vous faites, parce que vous l'avez dit, quand on voit sulfater, on ne sait pas forcément, on passe sur la route, on voit ça, on se dit aïe, machin. Mais ça veut dire aussi que l'agriculteur, lui, doit apprendre un nouveau métier, c'est celui de communicant en fait. C'est pas toujours évident, parce que j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure avec la digitalisation. On a pas des conflits de génération, mais on a des générations qui se suivent et qui ne se ressemblent pas forcément. Donc ça veut dire que l'agriculteur, demain, il va devoir se vendre, il va devoir dire ce qu'il fait. C'est ce que nous avons appris. Si vous regardez cette fraise, elle a une histoire. C'est-à-dire, elle est issue d'un terroir. Ce sont des femmes et des hommes qui l'ont fait pousser. Il y a peut-être un AOP ou un IGP dessus. Et bien à un moment donné, il y a toute une histoire. Et bien à un moment donné, nous, on ne vend pas un produit pour se nourrir. On vend un produit quelque part, pas pour remplir un besoin biologique, mais quelque part on va vendre aussi de l'émotion. Parce que voilà, à un moment donné, c'est une histoire. Et quand le consommateur il va acheter ses fraises, bien sûr il va aider nos agriculteurs, mais en même temps il va aider aussi son village et ses écoles, ses petits commerces, le facteur et tout. Et le consommateur l'a très bien compris aujourd'hui. Et de plus en plus de consommateurs souscrivent à notre démarche. On a parlé de circuit court, mais qui dit circuit court, est-ce que ça dit forcément produit bio Non, je pense pas. Je pense que chacun produit comme il le souhaite. Je pense qu'il y a des producteurs qui produisent mieux que des producteurs qui ne sont pas en bio, que des producteurs qui sont en bio. Après, ça dépend de chaque producteur, mais je ne pense pas que ce soit forcément lié. Vous, quels sont vos critères de référencement pour adhérer à Coupanda ? Nous, c'est du circuit court, donc c'est maximum un intermédiaire et maximum 70 km du point de culture ou d'élevage. D'accord. Ça a un coût pour l'agriculteur d'adhérer à Coupanda ? Alors, pour adhérer à Coupanda et pour utiliser l'outil de gestion, là, il y a un coût, c'est un abonnement qui est très accessible, qui est à 20 € par mois. Par contre, pour diffuser sur la marketplace, ça, c'est gratuit. D'accord. Ok. Il y a quelques jours, la Commission européenne a mis en place le Nutri-Score, en fait, ce système de qualité, on va dire, sur les produits.
J'aurais voulu avoir un petit peu votre point de vue là-dessus. Alors, c'est un système donc une labellisation, excusez-moi, qui donc justement est obligatoire et va être placé sur tous les produits aujourd'hui. Est-ce que c'est un élément de plus contraignant ou pas? Est-ce que ça peut poser un problème justement sur les produits de circuit court et qui, elles, sont contraintes, ces produits sont contraints à des cahiers des charges bien spécifiques? Alors, Monsieur Robert. Oui, effectivement, ça va être des contraintes supplémentaires. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de digitalisation de nos producteurs. Il y en a beaucoup qui n'en sont pas là. De là à leur demander aujourd'hui, on leur demande à tous de bien mettre les étiquettes produits sur les caisses. Vous voyez, on n'a pas encore 100% d'adhésion là-dessus. On y arrive petit à petit, mais bon, c'est compliqué. Et de leur faire afficher le Nutri-Score de chaque produit, franchement, ça va être... Enfin, il ne faut pas nous le demander pour l'année prochaine, hein, parce qu'on ne sera pas prêt, c'est sûr. Après, je conçois que c'est... Vous pensez que le consommateur a besoin qu'on lui tienne la main? Alors, il a besoin de ce système-là Je pense que, vous voyez, on parlait tout à l'heure des labels, etc. Qu'est-ce que nous demandent principalement les clients dans ce magasin? Est-ce que le produit est bio ou est-ce qu'il est en culture raisonnée? C'est ça qui intéresse plus les gens, c'est quand on est en conventionnel, est-ce que quand même il y a une démarche pour, s'il n'est pas bio, comme on le disait tout à l'heure, pour l'instant il n'a pas choisi cette voie-là, mais au moins est-ce qu'il y a une culture raisonnée, il est en culture raisonnée. Alors nous on a créé une charte dans le magasin, à l'origine du magasin, une charte des producteurs où justement il y a un certain nombre de critères qui sont là, qui sont présents, dont justement cet engagement vers une culture raisonnée. Donc ça c'est obligatoire, tous les producteurs qui sont dans le magasin sont au minimum en culture raisonnée. Et ça intéresse effectivement les gens. Donc pas besoin du Nutri-Score, forcément. Le Nutri-Score, franchement, il y a plein d'outils là sur les téléphones là, qui permettent de savoir quel est le ceci, cela de chaque produit. Et je pense que je préférerais que mes clients se servent de ça plutôt outil généralement utilisé par la jeune génération, parce que ça, c'est souvent les jeunes générations qui utilisent ces produits digitaux. D'ailleurs, dites-moi, Monsieur Rodriguez, Fernandez, excusez-moi, qu'est-ce que votre regard justement sur ce Nutri-Score, sur ce système-là, qui est quand même un système entre guillemets moderne, hein. Je rejoins ce qu'il vient de se dire, c'est que les producteurs aujourd'hui, on essaie de leur faire publier les produits en ligne pour qu'ils puissent communiquer dessus, qu'ils apprennent à communiquer, mais c'est des bases. Alors après, de là, aller leur demander de mettre un Nutri-Score sur l'ensemble de leurs produits, je pense que c'est un peu déconnecté de la réalité du terrain aujourd'hui. Ouais. Peut-être qu'on y viendra avec d'autres outils plus tard, mais ça me paraît un peu prématuré. Chez Groupama, comment vous voyez ça? Dites-moi. Alors peut-être M. Constant dans un premier temps. Non, avec un petit sourire, parce que le consommateur sait très bien que s'il achète du sucre et s'il achète une salade, le Nutri-Score ne va pas être le même. Il n'a pas besoin qu'on lui marque pour qu'il en ait conscience. Non, je crois que c'est très compliqué. Cette problématique de qualité, il faut bien que nos auditeurs comprennent qu'on produit certainement en France les produits les plus contrôlés et certainement les plus qualitatifs au monde. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, qu'ils soient traditionnels ou en bio. Et aujourd'hui, malheureusement, sur certains accords internationaux, on va importer l'agriculture qu'on s'interdit de produire en Europe. Donc à un moment, ça pose un problème. Donc je crois que voilà, on a un magnifique emplacement aujourd'hui où effectivement il y a du traditionnel et le bio qui cohabitent. Voilà, c'est une magnifique palette. Le consommateur après choisira. Certains vont préférer aller dans une grande surface parce qu'en même temps, ils vont aller acheter le bouton ou la fermeture éclair qu'ils ont cassé. D'autres viendront ici et je crois que voilà, c'est un magnifique exemple et seul le consommateur choisira. Vous avez parlé de la concurrence, parce que la réalité c'est celle-là. Sur des produits, ça veut dire que un système comme ce Nutri-Score ne prend pas en considération la concurrence, et notamment, on le sait, nous on a des critères de sélection des produits, ou en tout cas de production, qui ne sont pas les mêmes que nos voisins, et souvent nos voisins directs. Ça veut dire que ce Nutri-Score-là, en tout cas, est pas équitable, c'est ça un petit peu ? Il n'est pas équitable. Et puis, au risque de surprendre certains, moi qui suis producteur bio, un produit bio italien, espagnol, français ou marocain n'a pas du tout le même cahier des charges. Il faut que les gens le sachent. Tout à fait. M. Tanguy. Bon, je crois que les fraises qui sont devant nous parlent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de Nutri-Score pour avoir envie de les goûter, comme vous disiez, pour s'y intéresser. Et donc, laissons peut-être les producteurs faire de bons produits, et puis après, on fera du Nutri-Score plus tard. Mais je crois que les produits parlent d'eux-mêmes.
En termes de labellisation, alors justement, le Nutri-Score, est-ce que c'est un label de plus, une notification de plus? Est-ce que, comme je le dis tout à l'heure, est-ce qu'on ne tient pas le bras, la main du consommateur une fois de plus? On le considère suffisamment responsable, on a besoin de lui donner des éléments de plus? Monsieur Engelras. Moi, je suis assez sévère. Je suis assez sévère parce que de plus en plus dans cette société dans laquelle nous vivons, nous raisonnons par dogme. Et que pour moi, lorsqu'on élabore des produits, on est capable de les produire avec toutes les garanties, les d'origine, de qualité, et que le Nutri-Score, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on déresponsabilise complètement le consommateur. Le consommateur n'est pas en capacité de savoir s'il doit manger 5 barquettes de fraises, ou 10 kilos de pommes. Enfin, on est dans un monde où on essaie de formater tout le monde à la même enseigne. C'est comme les produits vins, on parle du vin, c'est pareil. On sait très bien qu'une consommation raisonnée de vin est quelque chose d'intéressant. Mais c'est fini l'époque où les gens doivent boire 3-4 bouteilles de vin par jour. On le sait. Donc arrêtons de tout cadrer par des normes qui ne sont pas tenables, que peu de gens vont regarder. Lorsque vous avez un régime à faire, vous savez si vous devez manger du sucre ou pas de sucre. Pas besoin d'aller relire. Et vous savez le contenant de sucre dans un produit. Généralement, on n'est pas dans la précision. Et puis surtout, arrêtons de mettre des normes. Je crois que l'essentiel aujourd'hui de l'agriculture française et des produits de qualité que nous avons, c'est de faire rêver les gens. Faisons rêver les gens par rapport à la qualité de nos produits. On doit les faire rêver par rapport à ce côté gustatif de nos produits, parce que c'est vraiment des efforts ont été faits par la recherche énorme. Et je fais peut-être un lien avec la recherche. Quand je vois les créations variétales qui sont en train de voir le jour, qui sont à la fois résistantes à la sécheresse, résistantes aux maladies, donc on va pouvoir donner aux consommateurs de demain encore plus de garanties sur les traçabilités des produits, sur la qualité gustative et surtout en définitive ce qu'on peut leur apporter de meilleur pour les faire arriver. Parce que l'objectif il est là. On défend avant tout un cadre de vie. Est-ce que justement l'Europe, le fonctionnement européen n'est pas paradoxal ou en tout cas n'est pas en distorsion avec justement le circuit court, le local, l'enracinement? En fait, on a l'impression qu'il y a des choix européens qui sont faits très loin et qui ne sont pas forcément en lien direct avec ce qu'on vit sur le terrain et notamment sur la consommation locale, durable, responsable. Monsieur Tanguy? Je crois surtout que les choix européens, il ne faut pas qu'ils empêchent de bien faire d'un point de vue local. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'il faut avant tout mettre en avant, c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire pouvoir, comme on l'a dit depuis le début, faire travailler les producteurs locaux, privilégier la proximité. C'est des valeurs qu'on porte aussi, nous, chez Groupe Ambier, bien entendu. Et donc l'Europe, très bien, mais surtout, n'oublions pas ces valeurs et prenons soin de les défendre et de travailler comme ça. Monsieur Fernandez, qu'est-ce que votre point de vue là-dessus? Non, mais je pense qu'en prenant ce genre de décision, l'Europe en fait favorise une certaine typologie de producteurs. Peut-être qu'il y a de très gros producteurs qui auront les moyens de faire ça. Mais en fait, la réalité d'une grande partie des producteurs, c'est qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui, même techniquement, ils ne sont pas prêts. Donc c'est un peu, je répète, mais c'est décorrélé de la réalité d'un agriculteur. Donc, pour conclure, le circuit court, la responsabilité alimentaire, la sécurité alimentaire, ce sont les ingrédients de demain. En fait, on tend vers ça. Est-ce qu'on avance suffisamment vite? Est-ce qu'il y a encore du chemin? Dites-moi, Monsieur Robert. Je pense qu'il y a quand même des choses qui se sont mises en place depuis quelques années déjà, au travers de notre travail, notamment du travail des chambres d'agriculture qui accompagnent les producteurs, même les petits, pour aller dans le sens d'une plus grande sécurité alimentaire. Ça, on sent que c'est quand même une demande du consommateur. Donc ça, il faut y aller. Et justement, les prises de conscience sont anciennes déjà pour moi là-dessus. Et il y a beaucoup de producteurs qui, comme je vous dis, qui sont en culture raisonnée, c'est-à-dire qu'ils traitent vraiment quand il y a besoin. Ils utilisent des produits qui sont plus les mêmes peut-être qu'il y a quelques années aussi. Donc en fait, la prise de conscience chez les producteurs, globalement, elle est là. Chez les consommateurs aussi. Il y a peut-être encore des améliorations à faire. Mais je pense que c'est vraiment en bonne voie tout ça. Et qui dit circuit court dit pas forcément avoir un porte-monnaie
plein, je veux dire, on peut faire du circuit, profiter d'un circuit court et profiter de produits qui arrivent direct de l'agriculteur au consommateur sans être trop argenté, M. Constant. Oui, je crois que ça a été dit. Du moment que vous supprimez des intermédiaires, vous savez, les intermédiaires ont l'habitude de multiplier par 2, donc effectivement, le producteur s'y retrouvera un petit peu plus. Sur les chiffres, par rapport, vous savez, je suis un éternel optimiste et je dis que les crises sont parfois un accélérateur. L'accélérateur, on l'a eu l'année passée, vous l'avez dit, avec le Covid, les gens sont menés sur ces circuits courts, les ont découverts, redécouverts pour certains. Ne pas oublier que la France est passée juste l'année passée parce que les agriculteurs ont tenu. Ça a été très compliqué, mais ils sont arrivés à tenir. Je préfère encore le redire. Et puis, on estime que nous, les chiffres qu'on a sur ces personnes qui sont venues à nouveau sur les circuits courts, il est resté 15% de clients. Donc c'est déjà 15% de clients qui sont venus plus rapidement. À nous, effectivement, leur offrir le plus de possibilités possibles. Oui, parce que la réalité, c'est que en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, pour le Covid, les gens sont venus, ont découvert le circuit court, pour beaucoup d'ailleurs, mais par contre, on s'est aperçu qu'une fois que le déconfinement est arrivé, beaucoup ont retrouvé le chemin de la grande surface, quoi, et notamment des agriculteurs qui s'étaient adaptés, on va dire, au circuit court, se sont retrouvés avec une perte de clientèle. Est-ce que c'est le cas, M. Tanguy? Oui. D'abord, pas tous, on vient de le dire. Ensuite, il faut rappeler qu'effectivement, vous parliez du prix des produits à l'instant. Vous avez encore dit tout à l'heure qu'il y a des produits ici qui sont moins chers que des produits espagnols et autres, donc il faut le rappeler, il faut le défendre. Et puis, sur la promotion des circuits courts, il y a des magasins comme celui-ci, il y a le digital qu'on a évoqué aussi ce matin. Donc, d'une manière générale, je pense qu'il y a des solutions et que tout ne va pas s'arrêter d'un coup d'un seul. Bien sûr, on va parfois reprendre quelques habitudes, mais je pense que le mouvement est en marche. Très bien. M. Engelras. Oui, moi je pense que l'agriculture française est une croisée de chemin. Je pense que le rôle que nous jouons à la société est multiple. Un, nous nourrissons les populations. Alors par la proximité, mais peut-être pas aussi par l'éloignement en fonction des régions. Nous allons les aider à rouler. C'est déjà aujourd'hui le cas, mais ça va s'amplifier dans le futur. Nous nourrissons les populations, je l'ai dit. Et en même temps, nous contribuons à l'atténuation du changement climatique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut inverser un discours. On nous a accusés de tous les maux pendant des années. Et maintenant, il faut qu'on reprenne la main en expliquant ce que nous sommes vraiment. Et quel rôle nous jouons vraiment dans la société. Et je peux affirmer haut et fort devant vous, et sans en avoir honte, que le métier d'agriculteur, le métier de paysan parce que ça veut dire... C'est un joli mot. C'est un joli mot. Il n'y a pas de pays sans paysan. C'est un slogan que nous avons porté il y a quelques années. Et me paraît essentiel. Et que si la société française retrouvait un peu quelques valeurs de la ruralité dans son ensemble, ça permettrait peut-être de rééquilibrer un peu cette désorganisation que nous avons aujourd'hui, que nous vivons d'ailleurs mal et qui nous coûte cher, quoi. Donc les valeurs de la terre et le métier d'agriculteur est un métier à venir, il faut l'affirmer, pas avoir peur. Pour les jeunes. Et il faut l'aider parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui l'installation n'est pas facile. D'ailleurs, on a fait un débat il y a quelques temps là-dessus. Installer des jeunes agriculteurs, c'est pas facile aujourd'hui. Donc il faut aider aussi. Il faut les aider, leur expliquer que c'est un métier d'avenir, c'est un métier où il faut être bon. Avant, on disait tu seras paysan parce que tu n'es pas bon à l'école. C'est fini ça. C'est fini. Il faut être bon en agronomie, il faut être bon en production, il faut savoir faire de la mécanique, il faut savoir faire du digital, il faut savoir faire de la gestion. Quel est le métier au monde le plus complet que celui d'agriculteur? Moi je dis c'est un super métier d'avenir. Alors allons-y, incitons, parlons-en positivement, incitons les jeunes à rentrer dans les écoles de formation, incitons les jeunes à gérer les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et puis je pense que tout ira bien, quoi. Parce que la relève des générations, il faut l'assumer, parce que l'assurer, sinon nous n'aurons plus de produits dans quelques années. Quoi. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous disiez que l'INAO avait peut-être une image un petit peu obsolète, un peu vieillotte. L'agriculteur aussi peut-être a besoin de dépoussiérer cette image et de présenter des jeunes agriculteurs, parce que on a parlé de digitalisation, mais c'est la technologie, c'est la technique, c'est savoir aujourd'hui se servir de la météo, c'est savoir se servir de tas d'éléments. Il y a peut-être à faire la promotion de l'agriculture à Groupama. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il faut le défendre évidemment. Chez Groupama, on a l'habitude de dire que les agriculteurs sont indispensables au monde. Voilà, c'est ce qu'on dit de ce métier.
je crois qu'on a tout résumé, vous l'avez dit aussi, il faut défendre ce métier, il faut en faire la promotion. C'est indispensable pour l'alimentation de tous les Français, et c'est indispensable aussi sur la forme qu'on a vue aujourd'hui. Donc oui, défendons-le tous ensemble, c'est clé pour les années à venir, c'est clair. Dernière question, M. Viala. Quel regard vous portez, vous qui avez été un des précurseurs avec Bienvenue à la ferme, qui était, j'allais dire presque les ancêtres du circuit court tel qu'on le connaît aujourd'hui, de voir aujourd'hui une structure comme celle-là qui fonctionne, qui existe, tout ce parcours, quel regard vous portez là-dessus? On fait un recul de 30 ans en arrière, on se dit que c'est un sacré parcours. Moi, je suis très optimiste. Je pense que la société va continuer de nous accompagner, nous, agriculteurs, à essayer de vivre de ce métier parce qu'ils ont besoin de nos produits. Et c'est vrai que si on regarde par rapport à ce parcours, moi, quand je me suis installé en 1987, il fallait, en tant que jeune agriculteur, pour arriver à défendre notre revenu, aller vider des camions sur les autoroutes, des camions étrangers qui arrivaient à des bas prix avec une concurrence déloyale parce qu'on n'arrivait pas à vendre la fraise de notre département. Il fallait se battre comme ça. Bon, après moi j'ai tout de suite compris que ça ne pouvait pas être mon métier de me battre comme ça. Il fallait faire de la pédagogie et expliquer. Alors c'est vrai qu'après Bienvenue à la ferme, on a compris, on était un peu un marginaux à l'époque, c'est vrai. Et bien qu'à un moment donné, quand on expliquait à ces citoyens d'où était issu le produit, toute la peine que ça faisait, que quelque part ça faisait la friche ne gagnait pas, notamment dans des pays comme la Cévennes, où malheureusement c'est la friche qui gagne, et bien les gens nous ont accompagnés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, on a avancé dans le temps, et aujourd'hui on est sous ce magnifique bâtiment, 4000 références, je crois 500 en vin, dont 90% sont gardoises, et une immense fierté. Je suis convaincu. D'abord, je le dis, on vote autant avec son caddie qu'avec un bulletin de vote. Et chaque fois que quelqu'un rentre ici, qui rentre avec un caddie, eh bien, il vote. Et il vote pour une agriculture durable. Et tout à fait. Monsieur Robert. Je suis d'accord avec mon président, ça c'est clair. Et je voulais vous montrer aussi un petit peu le parti pris qu'on a mis en place, ce qu'on a mis en place au démarrage du magasin. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de renseignement client, on n'a pas de Nutri-Score, mais par contre, on a effectivement les éléments de base en fait qui vont servir à savoir d'où vient le produit, qui l'a fabriqué, etc. Ouais, donc on a là, le nom du producteur, la distance par rapport au magasin. Voilà le produit. Alors, effectivement, il arrive du Kellar à côté de Vauvert. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est un vrai circuit court. Voilà, 23 km d'après Google. Et effectivement, ça c'est important et ça c'est quelque chose qui parle. Ça, les clients sont heureux de trouver ça parce qu'au moins, et puis bon, on a le nom du producteur. Comme on le disait tout à l'heure, ça n'empêche pas d'aller voir le producteur si on passe à côté, etc. Et cette notification, vous l'avez sur tous les produits qu'on alors, trouve en magasin. tous les fruits et légumes, et puis même sur le reste du magasin, en fait, on a essayé de donner cette indication aux consommateurs. Ouais. Messieurs, merci. Merci de votre présence, merci de ce débat. Nous donnons rendez-vous le mois prochain. Nous parlerons de nouveau du circuit court, mais là, par contre, on débattra autour du circuit court de la grande distribution. Un autre débat fort intéressant parce que justement la grande distribution à un moment donné pendant le Covid a profité justement du Covid, peut-être moins les circuits courts justement en face à face entre circuits courts et distribution, grande distribution. Donc ce sera l'occasion de débattre. Voilà, messieurs, merci et à bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir.